Deslo, des élèves sur les ondes. Bonjour à tous, c'est Léa sur Radio Pays pour l'émission Deslo, des élèves sur les ondes avec le Talk Show. Nous sommes mercredi 5 avril et aujourd'hui, nous dédions notre émission à la santé. Nous parlerons de compléments alimentaires, d'alimentation crue, de sommeil, des personnalités borderline, sans oublier nos investigations, c'est-à-dire le micro-trottoir, l'interview, le reportage et le mot et chiffre du jour. Alors restez avec nous parce que ça commence tout de suite. Commençons avec Tara qui va nous parler d'un produit de plus en plus médiatisé, le complément alimentaire. En effet, Léa, les compléments alimentaires sont un phénomène qui a récemment refait surface auprès de la nouvelle génération, sur les réseaux sociaux notamment. À quoi ça sert? Est-ce vraiment utile? Beaucoup se posent ces questions. Avec des avis divergents, plusieurs sont pour, d'autres sont réticents. Que faire dans ce cas? Nous allons aujourd'hui répondre à cette question. Comme nous le savons, l'alimentation est la base de notre hygiène de vie. Mais il arrive malheureusement dans bien des cas qu'elle ne suffise pas à garantir une santé et un bien-être durable pour de multiples raisons. La présence de carences, le surpoids, la fatigue, le stress ou encore le manque de sommeil. C'est là que les compléments alimentaires entrent en jeu. En effet, les compléments alimentaires ou protéines ont toujours été utilisés afin de permettre de prendre soin du corps et de l'esprit de chacun, quel que soit son âge ou son physique. Ils constituent une aide précieuse car ils permettent de combler les éventuelles déficiences ou risques de carences que peuvent contenir l'organisme. De plus, ils répondent aux besoins spécifiques de certains individus comme les grands sportifs ou les femmes enceintes, mais permettent aussi de pouvoir éliminer ou atténuer les gènes et inconforts quotidiens comme l'arthrose par exemple. C'est le cas des compléments alimentaires Cérule, Arthropure, Flexofitol ou encore Mobilitil. Vous connaissez? Non, vas-y, dis-nous plus. Alors, ce sont des gélules qui font partie de l'industrie du bien-être et qui permettent de réparer et revitaliser la souplesse des articulations. Le curcuma que l'on utilise en cuisine et qu'on aime bien parsemer dans notre fameux poulet au curry peut également être utilisé comme un complément alimentaire anti-inflammatoire qui permet de prévenir les poussées inflammatoires douloureuses. Ok, donc conclusion, manger du poulet au curry, quoi. Il va sans dire que les jeunes traversent énormément de périodes éprouvantes, aussi bien physiquement que moralement, surtout en période d'examen. La surcharge peut donc dans bien des cas provoquer des troubles au sein de notre organisme. On sait bien que mental et physique sont liés, alors il est très important de prendre un temps pour soi mentalement, comme physiquement. Faire une cure de vitamines pendant un certain temps peut donc nous aider à se remettre d'attaque. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'être bien mentalement vous donnera le courage d'éviter notre ennemi juré qui est la procrastination. Et vous, est-ce que vous en avez déjà fait une? Non, mais ça ne serait tardé. Je peux moi-même vous dire que cela a été bénéfique pour moi. Cependant, comme dans tout, il ne faut pas en abuser. La consommation de ces compléments, même naturels, doivent être encadrés par un médecin, puisqu'ils peuvent aussi bien nous provoquer des effets indésirables en cas de surdosage. À consommer avec modération alors. D'ailleurs Maëlle, c'est aussi le cas de la nourriture crue? Bonjour Léa et bonjour chers auditeurs. Alors je sais que c'est un réel débat entre nos papilles gustatives, mais j'affirme haut et fort que les sushis sont un réel délice et n'en déplaise à certains. J'étais tranquillement en train de me divertir sur les réseaux sociaux quand j'ai appris, tenez-vous bien, que les aliments crus ou vivants avaient un aspect bénéfique sur la santé. Perso, je sais pas pour vous, mais je me suis toujours dit que c'était le contraire. J'avais entendu dire que les femmes enceintes, par exemple, ne pouvaient pas manger de sushi, et j'en avais conclu que les aliments crus n'étaient pas si bons au final pour notre corps. Bon alors, attention. Quand je parle de nourriture crue, je ne parle pas du steak que vous sortez de votre congélateur sans le cuire, hein. On vous voit. Non, en réalité, de nombreux aliments sont riches et bons pour votre santé. Je peux citer l'exemple des fruits, qu'ils soient séchés ou non, des légumes frais. Ce qui fait des éléments crus de bons aliments, c'est parce qu'ils sont naturels. Et ouais, ils ne subissent pas de transformation par la cuisson et donc ils gardent leurs vitamines et l'eau qu'ils contiennent. Ne me prenez pas pour une grosse forceuse, mais je veux vraiment vous convaincre sur le côté bénéfique des légumes crus. Bon oui, je sais. On a tous entendu petit, mange tes légumes, c'est bon pour la santé. La carotte te rendra aimable. Finis ton plat ou sinon tu n'auras pas de dessert. Je m'excuse d'avance de faire ressurgir des souvenirs pas très sympas, mais vos parents avaient raison. Les légumes, c'est hyper important pour votre santé. Comme je vous l'ai dit, ils ont des vitamines, des minéraux et des phytonutriments.
Ça paraît bête, hein, mais manger des légumes permet de combattre certaines maladies et de ralentir le vieillissement. Le chou, le chou-fleur, le brocoli sont riches en vitamine C et B9 et en substances protectrices contre le cancer. Franchement, qu'est-ce que vous attendez au juste ? Bon, je vais pas te mentir, ça donne pas très envie. Ok Tara, mais après il n'y a pas que les légumes. Je ne sais pas vous, mais le seul fun fact que je connaissais par rapport aux huîtres, c'est qu'elles restaient vivantes dans notre estomac et ce jusqu'à notre digestion. Mais en fait, les huîtres, c'est vivant certes, mais ça va plus loin. Elles sont hyper bonnes pour la santé. C'est un mollusque riche en vitamines et en minéraux qui évite tout type de carence. L'huître lutte contre l'acné, contre l'arthrose, contre la fatigue. Elle stimule les défenses immunitaires et permettent même de garder en bonne santé les os et les dents. Soit dit en passant, je te dis pas que tu vas réussir à avoir le sourire des pubs à dentifrice, mais manger des huîtres, ça ne te ferait pas de mal au final. Alors je fais pas une propagande pour les aliments crus ou vivants, mais sache qu'il est dit qu'ils rassasient plus que les aliments cuits parce qu'ils sont riches en fibres et protéines. Finalement, peut-être que manger ce genre d'aliments t'éviterait de te lever toutes les 5 minutes de ton canapé pour ouvrir ton frigo. Petite parenthèse, et non, rien de nouveau n'est apparu dans ton frigo depuis les 2 dernières minutes où tu avais déjà regardé, alors va te rasseoir. Bref, si j'ai un dernier critère à rajouter, ce serait que manger cru permet de conserver intactes les enzymes des aliments. Bon, je vais pas te faire un cours d'SVT, mais les enzymes c'est hyper utile et ça aide à détoxifier l'organisme. Du coup, j'espère que la prochaine fois que ton pote ou qu'un membre de ta famille te dira d'aller manger un fast-food, t'oublieras le gros hamburger qui hante tes pensées. Et oui, je vais briser tes rêves, ce n'est pas parce que l'hamburger contient de la salade verte et des tomates que c'est un plat healthy. Ouf, heureusement que je préfère les sushis alors. Merci Maëlle. Retrouvons maintenant Peyo et Lola pour un micro-trottoir. Bonjour Léa, en parlant de santé, nous pouvons prendre pour exemple un sujet actuellement au cœur de la société. Un fléau très présent qui est la consommation de tabac et de substances illicites. En effet, donc, le tabagisme a de nombreuses conséquences néfastes sur la santé. Celui-ci provoque de nombreux cancers comme celui de la gorge, de la bouche et bien d'autres. C'est pourquoi avec Lola, nous avons décidé de parcourir les rues de Cayenne en interrogeant les passants afin de comprendre l'engouement autour de cette pratique. En effet, Peyo, la question que nous nous apprêtons à vous poser est donc « Fumez-vous ? Si oui ou non, pourquoi ?» Non, je ne fume pas car ça ne m'intéresse pas, c'est inutile pour moi. Les gens qui fument te disent que ça les calme alors que ce n'est pas un calme constant. Après, leur stress revient ou autre. Donc pour moi, fumer, ce n'est qu'un vice. Ça n'apaise rien du tout. Non, je ne fume pas. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est néfaste à la santé. Ça obstrue les branches, ça développe des cancers de la gorge, du poumon, etc. Et étant beaucoup plus favorable à la vie saine, la bonne nourriture, le sport, c'est incompatible de fumer justement avec le mode de vie qu'on a choisi. Je fume parce que je suis droguée. À 10 € le paquet, je préfère me payer un tacos plutôt qu'un paquet de cigarettes. Non, je ne fume pas parce que fumer c'est mal, fumer nuit à la santé. Et de plus, les cigarettes coûtent cher. Donc pourquoi fumer ? Pourquoi nuire à sa santé en fait ? Moi je ne fume pas car c'est mauvais pour la santé déjà. Et ça abîme les poumons, ça rend addictif et après on ne peut plus s'en passer. Moi où je fume, de un pour oublier les problèmes, pour la musique aussi, oublier tout ce qui est en dehors, que je suis au studio, enregistrer au calme. J'ai toujours mon petit truc avec moi et puis voilà. Voilà pourquoi je fume. Comme vous l'aurez compris, les avis sont très divers, même si le plus souvent, la réponse la plus fréquente est que fumer n'est pas bon pour la santé, cela est néfaste et c'est la vérité. N'oubliez pas que fumer tue. Même s'il existe quand même, évidemment, des personnes qui sont addictes et qui développent des grosses addictions pour ce genre de substances exogènes, étant la drogue, l'alcool même, ou le tabac, et autres substances néfastes. Merci beaucoup Peyo et Lola. Passons maintenant au chiffre du jour avec Angèle. Merci Léa. Alors aujourd'hui, le chiffre du jour est 75. Vous vous demandez peut-être à quoi correspond ce chiffre. Eh bien, c'est le pourcentage de personnes étant dans un état de malnutrition au niveau mondial. Il s'élève donc à 75% en 2022. Mais la malnutrition, qu'est-ce que c'est ? Selon l'OMS, la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres
dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. La malnutrition peut être due à une sous-alimentation ou à une consommation excessive d'aliments à faible teneur nutritionnelle saturés en sucre et en graisse. Le traitement de la malnutrition consiste donc à diversifier et à rééquilibrer son alimentation en évitant les produits transformés. Il faut donc changer ses habitudes de repos, dormir 7 à 8 heures par jour, ne pas sauter son petit déjeuner et prendre le temps de faire du sport. Merci Angèle. Et justement, parlons d'un sujet qui nous concerne tous, le sommeil avec Rose Berly. Bonjour Léa et bonjour chers auditeurs. Comme tu l'as dit, nous allons parler de quelque chose d'important que tout comme moi, vous ne faites pas assez. Dormir. Alors, on va plutôt parler du sommeil. Vous voyez ce truc que vous avez grave négligé parce que vous révisiez pour le bac ou vous étiez à la soirée de l'année immanquable ou encore parce que la maison devait être absolument propre pour recevoir cet invité qui soulèverait le tapis pour y trouver de la poussière. Ça sent vraiment le vécu. Bref, oui, ce sommeil-là. Eh bien, sachez que vous, enfin que nous, n'allons pas tarder à le regretter. Je vous dis cela parce qu'hier, sur E égale M6, d'ailleurs j'espère que vous regardez cette superbe émission. Mais oui, elle est géniale. Bon. Hier, sur E égale M6, il parlait du sommeil et de ses nombreuses conséquences sur la santé. Et si, comme moi, vous voulez vivre jusqu'à 90 ans avec tous vos arrière-petits-enfants, restez connectés. Déjà, nous sommes d'accord sur le fait que nous avons toujours entendu dire qu'il faut dormir au moins 8 heures par jour, sinon ceci, cela. Eh bien, rajoutez-y le fait que vous pouvez mourir. Oui, vous avez bien entendu, mourir. C'est le docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre et présidente d'un réseau qui se consacre à la prise en charge des troubles chroniques du sommeil, qui a déclaré, je cite, « Le manque de sommeil nous tue ». D'ailleurs, vous pensez que c'est quoi le principal impact du manque de sommeil sur notre santé ? La première chose que je dirais, c'est le manque de concentration. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi le poids. Et oui, parce que lorsque l'on dort moins ou mal, on est attiré par les aliments gras et sucrés, et à force, on grossit. Il y a également des risques cardiovasculaires, parce qu'en fait, ne pas dormir assez, ça crée des hormones et des molécules qui augmentent le risque cardiaque, mais aussi les risques d'hypertension artérielle, de cholestérol et de diabète. Ça fait vraiment beaucoup, hein ? Et oui, tu l'as dit. Bon, pour clôturer ma liste de conséquences destinées à bien vous faire culpabiliser de ne pas assez dormir, je rajouterai que si vous ne dormez pas assez, vos facultés psychologiques pourraient être affectées, vos troubles de l'humeur amplifiés, et en gros, vous serez plus irritable, aigri et instable émotionnellement que d'habitude. Bon, on va quand même finir sur une note positive. Quelques petits conseils pour retrouver une bonne hygiène de sommeil. Alors, vous pouvez éviter les appareils électroniques avant de vous coucher, ainsi que l'alcool et la caféine. Essayez de vous créer une routine à l'heure de dormir en buvant une tisane ou en lisant un livre. Et même, pourquoi ne pas essayer la méditation au point où on en est. En tout cas, vous qui m'écoutez, dormez. Votre qualité de vie s'améliorera et vous me remercierez plus tard. Merci Rose Berly pour ces précieux conseils et on te retrouve tout de suite avec Tara pour l'interview d'une invitée sur l'endométriose. Maladie gynécologique, inflammatoire et chronique, l'endométriose est très fréquente et touche près de 10% des femmes. Et devinez quoi, ce mois de mars y est dédié. Alors pour cet événement important, nous avons décidé de rencontrer une figure emblématique guyanaise touchée par l'endométriose. Si je vous dis qu'elle a été Miss Guyane il y a 2 ans et qu'elle fait partie de l'association Endo-Amazon Guyane, à qui pensez-vous ? Eh oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bien de Melissa Stephenson, Miss Guyane 2021. Elle a accepté de nous recevoir aujourd'hui, après l'heureux événement qu'elle vient de vivre. Bonjour Melissa, vous venez de vivre un heureux événement, comment allez-vous ? Bonjour les filles, ça va, merci. Alors, nous sommes ici aujourd'hui afin de parler de votre maladie, l'endométriose, que vous partagez énormément sur vos réseaux sociaux et qui vous touche depuis l'âge de vos 16 ans. Alors, nous aimerions savoir justement quel impact cette maladie a eu tout au long de votre vie. Je dirais qu'il y a eu vraiment 2 impacts de cette maladie sur ma vie. C'est-à-dire que premièrement, c'est une maladie qui m'a vraiment apporté beaucoup de courage. C'est aussi une maladie qui m'a permis d'être plus endurante face à la douleur et d'avoir aussi un autre regard sur la vie et sur mon entourage, par exemple. Et elle a vraiment changé, je dirais, cette manière de concevoir les projets aussi. Donc, c'est plutôt un impact finalement positif, surtout on en parle de cet heureux événement. J'ai été maman il y a très peu de temps. Donc c'est vrai que cette maladie m'a fait partie de moi et ça je l'assume complètement. Et nous aimerions savoir également en quoi c'était important pour vous de partager votre maladie lors de votre élection de Miss Guyane. Est-ce que vous avez eu l'impression de sensibiliser la population guyanaise à votre cause ? Ah oui, franchement, alors c'était important pour moi, c'était même plus qu'important puisque c'était une des raisons pour laquelle je voulais me présenter à l'élection, pour
profiter de cette plateforme médiatique, mais aussi du public, puisque Miss Guyane est regardée en direct, et puis c'est aussi quelque chose qui est très suivi, parce que nous, Guyanais, on est assez chauvins. Donc du coup, c'est vrai que je voulais profiter de cette opportunité pour pouvoir sensibiliser la population. Et je pense que oui, la population était très sensible à cette cause, puisque il y a eu par la suite une association, des événements qui ont été mis en place. Donc, je pense que la population a su répondre aux besoins. D'accord. Et maintenant que vous avez accouché, est-ce que vous avez toujours ce même rapport vis-à-vis de votre maladie, du coup? Oui, mon rapport n'a pas forcément changé. Je dirais qu'il évolue en fait avec le temps. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai connu un peu une phase négative, un peu le désespoir, un peu les angoisses qui vont avec, et puis aussi ce côté un peu dépressif que peut amener la maladie. Ça, il faut aussi en parler parce qu'il y a des femmes qui peuvent tomber en dépression à cause de ça. Il y a des femmes qui essayent mais n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants. Et puis avoir mal tous les mois, dont une douleur vraiment qui nous amène dans des retranchements et se dire qu'il n'y a pas de traitement, même quand c'est opéré, ça revient. Donc, vous voyez, il y a un peu un côté négatif de la maladie qui fait que c'est important de passer par plusieurs phases et après de se dire qu'il y a quand même un côté positif. Et nous savons que vous faites partie d'une association qui accompagne, qui aide et qui lutte contre l'endométriose. Donc, comment est-ce que vous accompagnez les femmes atteintes de cette maladie, justement? Alors, concernant l'association Do Amazon, c'est une association dont j'ai été marraine. C'est une association qui a existé déjà, il me semble, mais qui a eu un peu un élan avec, c'est de l'année 2022. Mais c'est une association où j'ai été marraine. Aujourd'hui, vu que je suis en métropole, c'est vrai que je ne fais plus trop d'événements avec l'association. Mais j'essaie d'accompagner au maximum les filles qui sont atteintes d'endométriose en répondant à leurs questions sur mes réseaux sociaux, en partageant toujours autour de la maladie et en donnant tous mes conseils et aussi en répondant à votre interview, par exemple. Effectivement. D'ailleurs, quelles sont les étapes médicales à suivre afin de se faire diagnostiquer? Alors, moi, j'ai parlé de mon parcours. J'ai d'abord fait un rendez-vous lambda avec un gynéco. Ensuite, on a fait une écho, IRM, scanner, tout ce qui est imagerie médicale. Et puis, par la suite, avec le gynéco, on a mis un traitement en place et toujours en suivi chaque année en imagerie. Je dirais que le parcours basique, c'est ça. C'est d'abord une écho, ensuite une IRM, un scanner et ça peut aller jusqu'à une opération exploratrice pour certaines. Et pour finir, en quelques mots, donc, quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui aux jeunes filles qui souffrent de cette maladie comme vous? Alors, un petit conseil. D'abord, il faut s'aimer soi-même. Je sais que c'est pas très facile. C'est un combat de tous les jours, mais c'est vraiment important pour les jeunes femmes de s'apporter de l'amour parce que c'est une maladie qui prend beaucoup. De ne pas lâcher, même si le diagnostic n'est pas posé, de toujours s'écouter et faire confiance à son corps. Ça, c'est important parce qu'au final, comme je dis, ça peut prendre 10 ans. Donc, il ne faut pas lâcher. Des fois, c'est un combat, mais il faut continuer. Et puis, de vivre sa vie, franchement, de continuer à vivre. Hein. C'est une maladie, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Merci Mélissa d'avoir accepté aujourd'hui de répondre à nos questions. Ce fut une interview très très intéressante pour nous. Donc, nous vous souhaitons beaucoup de courage avec votre maladie et surtout beaucoup de bonheur avec votre petite fille. Et oui, merci beaucoup Roseberly et Tara pour cette mise en lumière sur la maladie. C'est l'heure du mot du jour avec Viviane qui est Tai Chi. Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le mot du jour c'est Tai Chi Chuan. Vous avez déjà entendu ou participé à une séance de Tai Chi Chuan? Le Tai Chi Chuan provient de la culture chinoise traditionnelle et la philosophie ancienne Une boxe. Elle s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise, a des vertus très curatives et permettent de détendre tout le corps. Elle peut améliorer la qualité de vie et convient à tous. Il existe de nombreuses écoles traditionnelles de Tai Chi Chuan, les plus courants étant Chen, Yang, Wu, Sun et He, chacune ayant ses caractéristiques et ses rites de transmission propres mais se complétant. Le Tai Chi Chuan étant un style plus récent, c'est donc un type d'art martial chinois très pratiqué. Dans chaque mouvement et chaque style, le Tai Chi Chuan est imprégné de l'esprit de la culture orientale que sont le mystère, tolérance, harmonie et force. Merci Viviane d'aborder ce domaine encore peu connu. En parlant de sujets inexploités, pourquoi ne pas parler d'un trouble tout aussi méconnu? C'est ce que nous allons voir avec Sohan. Pas le temps d'aller chez le médecin? Ce n'est pas grave, il y a TikTok. Plus besoin de la sécu quand on peut directement identifier nos symptômes via notre lit.
À en croire sur ce réseau social, j'aurais un TDAH et j'ai un trouble de l'identité. Mais bon, pas assez sensible pour faire partie de la communauté borderline de TikTok. C'est dommage, le buzz, ce sera pour plus tard. Enfin, plus sérieusement, si j'en parle aujourd'hui, c'est justement parce que ce trouble de la personnalité est très banalisé, et notamment par notre réseau social préféré, TikTok. Et oui, et je pense qu'aujourd'hui, dans cette chronique santé, il est temps d'y remédier. Bon, tu nous en dis plus sur ce trouble de borderline ? Comme d'habitude, Léa. Le trouble de la personnalité de borderline est une maladie qui se manifeste par une hyperémotivité et une hypersensibilité. Cette maladie concernerait 1 à 2% de la population et il se caractérise en 9 critères, dont 5 doivent être identifiés pour être reconnus comme étant porteurs du trouble selon les centres hospitaliers de Toulouse. Alors, ce qu'il faut retenir principalement du trouble de borderline, c'est qu'elle représente un trouble comportemental dans lequel les patients décrivent souvent une impulsivité constante, une dépendance affective assez importante qui ne facilite pas ces interactions sociales. En effet, les TPB ont tendance à se sentir chroniquement abandonnés par les autres, ce qui donne lieu à des relations instables et éphémères. Ce qui est d'autant plus dangereux si ce type de personnage, c'est l'autodestruction. Ce sont des personnes sujettes à l'automutilation qui sont également hantées par des idées suicidaires. Ou encore, sombrent dans beaucoup d'addictions malsaines, comme l'alcool, la drogue, etc. Et donc, comment on soigne cette maladie ? Par médicament ou... Alors, c'est un élément à nuancer. En effet, aucun médicament précis ne peut réellement traiter le trouble de borderline. Cependant, les médicaments peuvent être utilisés comme une assistance pour pouvoir atténuer les symptômes des patients, comme les stabilisateurs d'humeur, pour l'anxiété, la dépression, etc. Autrement, dites plutôt bienvenue à la psychothérapie. Alors la psychothérapie est un traitement psychologique qui vise à modifier le comportement, l'attitude, la manière de penser ou de réagir chez une personne. Chez la personnalité borderline, cette doctrine intervient généralement lorsque les personnes atteintes du trouble de borderline deviennent un danger pour elles-mêmes. Elle est perçue comme un moyen d'assister et de comprendre l'origine du trouble et dépend de chaque patient, donc les objectifs et les solutions restent diverses. Pour cette fin de chronique, il faut noter que le trouble de borderline ne doit pas être associé ou confondu avec d'autres troubles de la personnalité, tels que le trouble de la bipolarité ou le trouble anxieux, etc. On ne mélange surtout pas les oranges avec les poires. Et surtout, le diagnostic ne se fait pas tout seul, il doit être vérifié par des spécialistes. Alors trouvez-vous un autre médecin que TikTok. C'est clair. Merci Sohan. Et avant de se quitter, je vous retrouve dans un instant avec Thaïs pour un reportage sur le bien-être. Salut tout le monde, c'est encore moi et je suis avec Thaïs. Coucou! Aujourd'hui, nous sommes au showroom du bien-être qui se déroule au Break Club où sont représentés divers instituts que vous allez tout de suite découvrir avec nous. C'est parti! Bonjour à vous, je m'appelle Mallory Évrard, j'ai 21 ans, je suis fondatrice de l'Institut Beauté du Monde depuis maintenant 4 ans. Donc le bien-être est bien présent en Guyane, on fait de plus en plus d'interventions dans différents lieux, un peu partout, sur Cayenne, sur Émir et également sur Kourou. Donc voilà, je pense que la Guyane a besoin de ça, on a besoin aujourd'hui de prendre soin de soi après le Covid, dans tout ce qui est massage, soins énergétiques, mais également l'esthétique, tout ce qui est épilation. Donc moi je suis spécialiste dans les soins prestige, donc tout ce qui est vagial, détox des aisselles et autres, donc ce qui permet de traiter les taches, poils incarnés, différents problèmes de peau. Je pense vraiment que les Guyanaises ont vraiment besoin de prendre soin d'elles, mais également les messieurs. Il ne faut pas oublier que les hommes aujourd'hui prennent de plus en plus soin d'eux et moi je n'ai pas qu'une clientèle féminine, j'ai également beaucoup d'hommes qui viennent pour des épilations, des soins du visage et comme je ne suis pas un institut que féminin, ils s'orientent vers moi. J'ai fait exprès de faire un institut dans les tons verts pour attirer également la jante masculine. Donc voilà, j'encourage tout le monde à prendre soin de soi et n'hésitez pas si besoin. À très vite. Et oui, les hommes sont également présents à cette journée showroom et profitent amplement de l'espace détente. Alors salut, moi c'est Mister Universel Guyane 2022. Donc je suis présent aujourd'hui pour l'exposition de Mallory, qui est Beauté du Monde. Donc moi en tant que Mister, je pense que c'est déjà très important de prendre soin de soi. Ce n'est pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Donc chaque mois, je fais une séance chez Mallory. Tout ce qui est massage, épilation, car aussi, les hommes aussi s'épilent pour les élections de beauté. Donc je pense que c'est super important pour les hommes de prendre soin d'eux. Donc petit message les garçons, prenez soin de vous. Voilà.
Si vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a que les massages et les épilations dans le domaine du bien-être, figurez-vous qu'il y a aussi des termes dont nous entendons parler mais dont nous ne connaissons pas vraiment la définition. Marie-Laure Concy, sophrorelaxologue spécialisée dans le bien-être et les arts de défense, et donc également enseignante et dirigeante d'un club de self-défense. Alors la sophrologie, en 3 mots, c'est l'harmonisation de la conscience et du corps. C'est comprendre comment se font les interactions entre les états, les émotions et ce que le corps peut exprimer. D'accord ? Donc effectivement, par exemple, en cas de stress, pourquoi on a le cœur qui se met à battre très très vite, pourquoi on a des tremblements, pourquoi on a des suées, c'est que le corps le cerveau envoie en tout cas au corps tous les éléments pour lui dire attention, alerte, 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 danger. Donc on actionne tout pour que tu puisses te mettre en sécurité. Et le fait d'avoir ces actions-là, donc ça mobilise les éléments vitaux pour pouvoir se sortir de ces situations-là. Et ça met au sommeil d'autres fonctions du corps, comme effectivement la digestion. Des situations comme le stress, comme l'angoisse, comme la douleur, comme la souffrance, sont des situations qui sont là, qui sont répétitives et du coup qui maintiennent un état permanent de stress. Donc la sophrologie est là pour délier tous ces nœuds, avoir la compréhension, la conscience de ces choses et les outils nécessaires pour pouvoir s'en sortir le mieux possible. Et moi, avec mon approche, donc en termes d'enseignante en self-défense, c'est que j'amène cette partie de prise de confiance en soi, d'être alertée par son environnement, de construire sa bulle de sécurité et du coup de sérénité aussi en sophrologie. Donc une alliance des deux avec la sophro-self pour offrir le maximum de protection possible et faire que chaque jour soit un jour qui donne envie de vivre un autre jour. Nous tenons tout de même à adresser une pensée pour l'élève qui est décédé durant les épreuves de baccalauréat à Lille. Et voilà, notre émission touche à sa fin. En espérant qu'elle vous aura plu, la semaine prochaine vous retrouverez le collège Paul Jean-Louis. Bonne fin d'après-midi à vous et à très vite.